Entre les lignes, comme tous les dimanches, avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques, on décrypte un grand débat d'actualité avec vous. On va parler de ce référendum d'initiative partagée. Bon, il en était question cette semaine, puisque le Conseil constitutionnel a rejeté la deuxième demande de RIP sur les retraites, qui avait été déposée par des parlementaires de l'opposition. Mais pour vous, cette demande, qu'elle soit acceptée ou refusée, eh bien finalement, ça n'a pas grande importance. Et oui, le RIP au cœur de l'actualité. Qui l'eût cru? Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la décision du Conseil constitutionnel. D'une part, parce qu'elle a été largement commentée, et puis d'autre part et surtout, parce qu'en effet, cette décision ne changeait de toute façon pas grand-chose. Il y avait bien peu de chances que le RIP arrive à son terme. Et pour le comprendre, il faut revenir au cœur même de cette procédure un peu baroque, le référendum d'initiative partagée. Alors, quand on entend le mot référendum, généralement, la première chose à laquelle on pense, c'est la participation des citoyens, l'adoption ou le rejet d'une décision par le corps électoral lui-même. Or, le RIP a été imaginé dans un seul but: éviter que le peuple ne s'exprime directement. Là, il va falloir nous expliquer parce qu'a priori, on se dit que c'est l'inverse. Oui, ça paraît un peu paradoxal, et pourtant c'est simple. Il suffit de reprendre étape par étape le fonctionnement de cette procédure. D'abord, notons qu'elle ne peut être en aucun cas engagée par les citoyens eux-mêmes. Il faut d'abord que 185 parlementaires acceptent de co-signer une proposition de loi. C'est beaucoup, mais ça n'est que le premier verrou. Le Conseil constitutionnel doit ensuite valider la demande de RIP. C'est ici que se sont arrêtées les deux propositions récentes sur les retraites. Alors certes, c'est une étape juridique, pas politique. Cela dit, comme toute décision juridique, elle comporte une part d'interprétation, elle est donc contestable. Mais passons. Parce que même dans le cas où le Conseil donne son aval, il reste encore la phase de collecte des soutiens. 4,8 millions d'électeurs doivent apporter leur signature. C'est faramineux. La seule demande de RIP qui soit arrivée jusque-là, c'était la proposition de loi contre la privatisation des aéroports de Paris en 2019. Cette proposition a plafonné à 1 million de signatures seulement. Soyons clairs, ce seuil a été fixé pour ne jamais être atteint. Mais là, on parle de la réforme des retraites avec une très grosse mobilisation. Donc, on pourrait se dire que oui, c'était envisageable que les signatures soient rassemblées. Alors admettons, imaginons que les retraites auraient pu être en effet l'exception qui confirme la règle. Eh bien malgré tout, cela n'aurait quand même rien changé. Parce qu'après, que se passe-t-il? Il reste encore une étape. Le Parlement dispose de 6 mois pour examiner la proposition de loi. Si les deux assemblées ne le veulent pas, le gouvernement peut les y contraindre. Et une fois que le Parlement est saisi, le texte peut être soit adopté, soit rejeté, mais dans les deux cas, ce sera définitif. Il ne passera pas devant les électeurs. C'est si et seulement si la proposition de loi, après être passée par la collecte des signatures, la validation du Conseil constitutionnel, le dépôt par 185 parlementaires, c'est si et seulement si après tout cela, la proposition de loi n'est pas soumise au Parlement, qu'enfin elle pourra être votée par les citoyens. Autant dire que ça n'arrivera jamais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe Lyot a déposé directement à l'Assemblée une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Cela revient exactement au même que si le RIP avait été validé et soutenu par 4,8 millions d'électeurs. Alors, si on vous suit, Clément, ça nous conduit à cette question. Pourquoi est-ce qu'on aurait introduit cette idée, cette procédure dans la Constitution? Pour des raisons purement politiques. Durant l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy avait fait campagne sur le thème du référendum en promettant de redonner la parole au peuple. De toute évidence, il a voulu tenir sa promesse tout en s'assurant qu'elle n'ait pas la moindre conséquence sur le fonctionnement de nos institutions. Depuis le début, cette procédure a été pensée comme un paradoxe, un référendum qui ne donne aucun pouvoir au peuple. Bon, et si tel est vraiment le cas, ça veut dire qu'il faudrait chercher à l'améliorer. Que pourrait-on faire? Alors, c'est un discours qu'on entend, améliorer le RIP. Emmanuel Macron l'avait notamment évoqué au lendemain de la crise des Gilets jaunes. Et à chaque fois, la piste retenue est la même: abaisser le nombre de signatures requises. Or, ça ne fait aucune différence. Quel que soit le seuil, rien ne garantit que la proposition sera ensuite soumise aux citoyens. Si l'on croit en la vertu démocratique du référendum, il me semble à moi qu'il faut reprendre toute la copie pour introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne, une procédure que les citoyens puissent initier et trancher par eux-mêmes. On pourrait même imaginer que cette signature s'entremêle avec les conventions citoyennes dont nous parlions la semaine dernière. Les citoyens se saisiraient d'une question par le biais d'une pétition qui entraînerait la réunion d'une convention chargée de préparer un texte précis, lequel serait ensuite accepté ou rejeté directement par référendum.
Nous aurions alors une véritable procédure de démocratie directe, à la fois délibérative et participative, qui nous s'ouvrirait d'ailleurs une voie permettant de sortir par le haut de situations de crise politique telles que nous la connaissons aujourd'hui. Les moyens technologiques existent. La demande des citoyens est réelle. On l'a constaté durant les Gilets jaunes, on le constate encore sur les retraites. La seule question est la suivante. Les responsables politiques seront-ils prêts un jour à se dessaisir d'une partie de leur pouvoir pour le redonner au peuple afin qu'il l'exerce directement ? Le RIP entre les lignes, votre regard qui nous donne à réfléchir chaque dimanche sur France Info. Clément Viktorovitch.